Ready. Thank you so much, everyone. And it's a pleasure giving us opportunity to hold the second section of the webinar on common security. And basically, this program, we are organizing it with the Bureau of African Peace, which is an organization incorporated in Ghana, in accordance with the Act 179 of the company's code in the certificate number CG197430721. And the Bureau of African Peace is basically formed to buttress the peace process of Africa, and in also to stand to support IPB in its works in Africa to help publicize IPP and to promote disarmament, peace, and security in Africa. So basically, this is a brief about the organization. And this webinar, we are forming it, we are setting it up with the West African sub-regional countries to also share it with other African partners to make progress in Africa. Merci Léa. beaucoup. Yes. Merci beaucoup à tout le monde. C'est un plaisir d'avoir cette deuxième session de webinaire sur la sécurité collective. Donc, on l'organise avec le Bureau africain de la paix, qui a été fondé dans une dynamique de promotion et dans les processus de paix en Afrique. Donc, on travaille avec l'IPB, donc dans la dynamique de paix en Afrique et particulièrement dans la sous-région ouest africaine. Merci. OK. Nous aurons 4 intervenants. Le premier, c'est Youssoufou Rachid de Raya Foundation of Nigeria. Le second sera Alexis Botoye de Planète et Terroir du Bénin. Le troisième, Amadou Loug de la Commission internationale des droits de l'homme du Mali. Et le dernier, ou la dernière, Mamadou Malal Bakayoko, non, c'est le dernier, je pense, de Jeunes en action pour la défense des droits de l'élève de Guinée. Est-ce que nous avons les 4 présents? Léa, peut-être tu peux... Oui, bien sûr. So we will start with Youssouf Rachid from Nigeria, Alexis Bautier from Benin, Amadou Youm from Mali, and Mamadou Malal Bakayoko from Guinea. Do we have all the participants present? If yes, could Youssoufou Rachid for Nigeria start, please? All right, thank you. Good morning, everyone, and good afternoon to everyone, depending on where you are. But I'd like to make a correction. It's not Yusufu, it's just Yusuf. There is no U after the F in my name. So I'm glad to be with you all. So I am the head of RA Foundation. I'm the founder, and I also double as an international development consultant. And then on today's discussion on common security organized by International Peace Bureau in partnership with the Bureau of African Peace, we'll be discussing and talk about our situation in Nigeria. So permit me to read my statement. So the pursuit of British economy ambition and the expeditions through conquest catalyzed in the rather artificial creation called Nigeria in 1914, subjugating people from diverse cultures, traditions, and ethnic nationalities, and organizing them to construct the Nigerian state. This amalgamation, in effect, produced two Nigeria with different social, political, economic, and cultural backgrounds, and development within the country. This has resulted in the use of political gains by politicians. Nigeria is experiencing a tension of hybrid threats, including coercive and progressive activities used by the state and non-state actors to achieve specific objectives of warfare through information manipulation, cyber attacks, with the help of foreign interferences. They include support to violent
non-state actors. These are military contractors within and outside the borders of Nigeria, targeting of critical infrastructure, ethnic bigotry, and foreign interference in elections. The external interference and internal enabling factors that are being used include information manipulation, which have been used to express and suppress credible and verifiable information. This is to gain influence or undermine the capacity and international security or insecurity, from kidnapping for ransom as being a thing in Nigeria, violent conflict between farmers and herders in the past few years, tensions in the Niger Delta oil rich region, and cessation by the indigenous people of Biafra, inter-ethnic religious conflict in northern part of Nigeria, Boko Haram terrorists are the leading concerns for peace in Nigeria. As Nigeria lurches from one violent conflict to another, the country's leaders and its international supporters become quickly and perhaps understanding on the latest manifestation of insecurity. However, the more significant problem is that none of this will ever change unless the focus turns mainly and firmly and consistently to the trend that runs through all of the upheaval governance, failures, and less concerned interventions. However, the Nigerian people are strong. They want to live together. They want to live in peace and harmony, and they want to live as a people together. So, peace, security, and the future of Nigeria, the basic needs that people need amid violent conflict desperately want and seek. However, building back trust, livelihood, institutions that will help to uplift the peaceful coexistence and relationship is complex and long-term endeavor. So some of the measures to create and foster peace are not limited to first pipeline, but by implementing Nigeria's federal governing structure, reforms of Nigerian security structure, and stern intervention to clamp down corruption. Because this corruption actually are what help them to continue manifesting these insecurities because many people benefit from it. Nigerian leaders need to take and they must take the initiative to tackle the structural problem that is embedded in the root of the Nigerian problem. Ethnic and religious prejudice is a brain too for everyone in Nigeria, and that has created another stereotype in Nigeria because some particular region has been termed and tagged the destroyers of Nigeria, which now has given the right to other perpetrators of evil to leverage on the idea that these are the only people that commit crime in the country, and then they use the opportunity to create more crimes and make everybody look away from the actual perpetrators. In other words, we in Nigeria must come together, understand that politics is different from governance, and do not waste much of our time on discussing political affairs of these parties that include politicians that do not look forward to the peace of the nation in such a volatile country as Nigeria with over 300 lives. So it is important that we call ourselves together in Nigeria as the giant of Africa because the insecurity happening in Nigeria is what brews the interest of so many other countries within Nigeria to take charge of continuing terrorism, getting guns, weapons, and all of that within Nigeria. So it is important that Nigerians must come together as one and not let themselves to be carried away by the politicians. And then we must stand together to create peace for the lasting structure of Nigeria. Thank you. Thank you very much, Rashid. Leah? Yes. Sorry. Okay. Bonjour à tous. Merci beaucoup. Donc je suis Rachid Youssouf, fondateur de la Fondation RAA. La poursuite de l'ambition économique britannique et les expéditions par la conquête se sont cristallisées dans la création plutôt artificielle, appelée Nigeria en 1914, subjuguant des personnes de cultures, de traditions et de nationalités ethniques diverses et les organisant pour construire l'État nigérian. L'amalgame, en effet, a produit deux Nigeria avec des contextes sociaux, politiques, économiques et culturels différents et un développement au sein du pays différent.
Ces différences naturelles ont été utilisées par les politiciens à des fins politiques. Le Nigeria est soumis à l'épreuve des menaces hybrides, notamment les activités coercitives et subversives utilisées par les acteurs étatiques et non étatiques pour atteindre des objectifs spécifiques de guerre par le biais de la manipulation de l'information et des cyberattaques généralement utilisées par des ingérences étrangères. Elles comprennent le soutien à des acteurs non étatiques violents, le recours à des contractants militaires privés à l'intérieur et à l'extérieur des frontières du Nigeria, le ciblage d'infrastructures critiques, le sectarisme ethnique et l'ingérence étrangère dans les élections. Les agents d'ingérence externe et les habilitations internes utilisent la manipulation de l'information afin de gagner en influence ou de saper les capacités et la crédibilité de la vérité. L'insécurité interne due aux enlèvements dans le delta du Niger, à la sécession de peuples autochtones du Biafra, aux conflits interethno-religieux dans certaines régions du Nord et aux terroristes de Boko Haram est la principale source de préoccupation pour la paix. Ainsi que le Nigeria passe d'un conflit violent à un autre, les dirigeants du pays et ses soutiens internationaux se focalisent rapidement et peut-être à juste titre sur la dernière manifestation d'insécurité. Cependant, le problème est plus important et que rien de tout cela ne changera jamais à moins que l'on ne se concentre plus fermement et plus systématiquement sur le fil conducteur de tous ces bouleversements, les échecs de la gouvernance et les interventions des moins concernés. Cependant, le peuple nigérian fait de son mieux pour créer un partenariat durable, empreint de respect mutuel et le caractère fédéral, bien qu'appauvri par l'indice de développement humain. Malgré toute cette chaleur et ces tensions, le peuple nigérian tient à vivre dans une coexistence pacifique. Il y a la création d'entreprises dans tout le pays, donc parfois loin de chez eux. Ils favorisent les mariages, les familles multiethniques. La paix et la sécurité, l'avenir sont des besoins fondamentaux que les personnes en proie à un conflit violent souhaitent et recherchent désespérément. Rétablir la confiance, cependant, les moyens de subsistance, les institutions et les relations est une entreprise complexe et de longue haleine, faite d'avancées et de recul. Telle est la tâche de la consolidation de la paix et nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas la faire. Ensuite, je pense que c'est tout. I think that's all from what I heard. Oui, yes, you captured what Rashid said. So thank you, Rashid, to raise the point on corruption in Africa, in Nigeria particularly, and also to raise the point of citizen participation and implication in political affairs. Now, maintenant, je vais appeler Monsieur Alexis Botoye du Bénin. Je crois que vous avez compris mon exercice. Chaque fois que je vais présenter le carton jaune, ça veut dire qu'il manque 3 minutes. Et quand je présente le carton rouge, ça veut dire que vous êtes à la fin de votre temps. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Moi, c'est de planète terreau à Cotonou et membre du Bureau international de la paix. J'espère que vous recevez. Alors, discours, je le présente en 5 points. Le premier point, le de l'insécurité. Monsieur Alexis, oui. Alexis, ça doit être un problème de connexion, mais le son n'est pas bon du tout. Est-ce que vous pouvez changer peut-être de position le temps que on prend d'abord Amadou?
et on vous revient. Vous pouvez peut-être voir si votre connexion passe normalement. Entre-temps, on prend Ahmad. Vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Léa, est-ce que tu entends Alexis? Léa, ok. Léa, Alexis, excuse me. Can we make him put off the video? It would be better because the network is not strong. Alexis, est-ce que vous pouvez arrêter la vidéo et parler juste en audio? On va voir si on vous entend mieux. Ouvrez votre micro, Alexis, et allez-y voir. Alexis, est-ce que vous pouvez éteindre la vidéo? Ok, c'est bon. Vous me recevez? Oui, allez-y voir. Alors, je dis merci et bonjour à tous. Alors, moi, c'est Alex Botoye, président fondateur de Planète et Terroir à Cotonou, Bénin et membre du Bureau international de la paix. Alors, je présente mon discours en 5 points. C'est-à-dire le premier point, c'est le contexte général de la sécurité commune en Afrique. Au deuxième point, j'aborde les causes de l'insécurité. Au troisième point, les conséquences de l'insécurité. Quatrième point, les essais de solutions. Et puis, pour conclure, je fais une synthèse. Alors, ça peut aller? Ça peut aller? Alors, j'aborde le premier point. OK. J'aborde le contexte général de la sécurité commune en Afrique. Alors, depuis des années, les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel sont aux prises d'une succession de crises politiques et humanitaires et de défis sécuritaires aux impacts négatifs sur la paix et le développement de ces régions. La précarité de la gouvernance et l'instabilité politique à répétition marquée par la violence des conflits sociaux expliquent l'élargissement de la fracture entre la société et l'État. La situation laisse les pays de ces régions de plus en plus vulnérables à l'insécurité qui résulte des conflits armés, des activités terroristes, des trafics illicites et de la criminalité organisée. Des liens apparents se nouent entre les syndicats criminels participant au trafic de drogue et les autres formes de criminalité organisée, d'une part, et d'autre part, par l'activité de groupes non étatiques dans les régions. Tout ceci fait peser de sérieuses menaces non seulement sur la sécurité intérieure des États de ces régions en général, et plus spécifiquement ceux d'Afrique de l'Ouest. En effet, la porosité de l'immensité des frontières rend extrêmement difficile le contrôle de celles-ci, favorisant du coup la propagation de la criminalité organisée, des mouvements extrémistes, le trafic de drogue, d'armes légères, des personnes qui sont souvent le fait d'organisations qui se trouvent hors de l'Afrique de l'Ouest, voire du continent africain. Il faudra dès lors agir avec souplesse de manière inclusive et obtenir le concours des gouvernements et des populations de ces régions.
les États de la zone sahélo-sahélienne en particulier et ceux d'Afrique de l'Ouest en général sont donc appelés à coordonner leurs actions et politiques pour empêcher que leur territoire serve de repère aux criminels et terroristes qui exploitent la fragilité des institutions des pays et aggravent la situation sécuritaire déjà précaire dans les régions. En effet, les conflits et l'instabilité récurrentes au Sahel-Sahara sapent tous les efforts d'une paix positive. Des initiatives sont ainsi entreprises tant au niveau sous-régional, continental, international, de s'attaquer aux racines entremêlées de nouvelles menaces sécuritaires qui entravent l'implémentation d'une paix et d'une sécurité au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Nous pouvons citer le cas de la FAO à élaborer des cadres détaillés pour promouvoir le développement de la paix et de la sécurité et aussi les webinaires du 31 mai, du 7 juin et du 14 juin 2002 organisés par le Bureau international de la paix. Alors, j'aborde au deuxième point les causes de l'insécurité. Nous pouvons citer entre autres l'instabilité politique, le développement du terrorisme, la famine et les pandémies, pour ne citer que ceux-là. Les conséquences de l'insécurité. L'aggravation sensible de la situation en matière de sécurité alimentaire, toute la région de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel, qui touche actuellement des dizaines de millions de personnes en raison de la vulnérabilité actuelle et la hausse des systèmes alimentaires agricoles et des chaînes d'approvisionnement de ces terroristes. Soulignant que l'Afrique de l'Ouest et le Sahel dépendent de l'approvisionnement en provenance de l'Ukraine, s'inquiète au plus haut point des conséquences alarmantes à court et moyen terme pour la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel, induites par la guerre menée arbitrairement par la Russie contre l'Ukraine et les risques sérieux de voir ressurgir la famine et les crises de la nutrition dangereuse qui pourraient en découler. Pour ne citer que ce seul cas. Alors, les essais de solutions. Pour la prévention des conflits, la déclaration de Praia sur les élections et la stabilité en Afrique de l'Ouest, ainsi que la déclaration politique et le plan d'action régional de la CEDEAO pour la lutte contre le trafic illicite de drogue, la criminalité organisée et la toxicomanie, et la déclaration politique sur une position commune contre le terrorisme qui comprend une stratégie et un point de mise en œuvre pour la lutte contre le terrorisme. Pour sa part, l'Union africaine apporte sa contribution aux efforts de sécurisation et de stabilisation du Sahel et en Afrique de l'Ouest à travers l'architecture africaine de paix et de sécurité et les multiples tentatives de solution de la paix commune en Afrique de l'Ouest initiées par le Bureau international de la paix. Il est donc nécessaire de... Oui? Oui, vous me recevez? Allô? Ok, d'accord, je vais aller. Presque... Ok, d'accord, je conclue. Alors, pour conclure, nous soulignons que pour améliorer la situation sécuritaire en Afrique, il convient de s'attaquer aux causes profondes de la violence et des conflits qui sont notamment la pauvreté, le changement climatique, les déplacements forcés et le manque d'accès à l'éducation et aux opportunités, tout en étant conscient que les causes profondes de l'extrémisme violent et du terrorisme sont complexes. Soulignons également la nécessité de dynamiser les économies de la région, de favoriser la création d'emplois et de jeter les bases d'un développement durable à long terme et inviter l'Union européenne à adapter ses investissements et sa coopération au développement à l'objectif de lutte contre les causes profondes du terrorisme au Bénin.
Alors, au Bénin, bon, nous n'avons pas de difficultés. La démocratie est en marche. Alors, je vous remercie. Yes. So I will address the question in 7 points. So let's start with the general context of common security in Africa. So for years, the countries of West Africa and the Sahel have been grappling with a succession of political and humanitarian crises and security challenges with negative impact on the peace and development of these regions. The precariousness of governance and repeated political instability marked by violent social conflict explain the widening gap between society and the state. The situation leaves countries in these regions increasingly vulnerable to insecurity resulting from armed conflict, terrorist activities, illicit trafficking, and organized crime. There are apparent links that are emerging between criminal syndicates involved in drug trafficking and other forms of organized crime on one hand, and the activity of non-state armed groups in the region on the other. All of this poses serious threats, not only to the internal security of the states in these regions in general, and more specifically, those in West Africa. Indeed, the porosity and vastness of the border make it extremely difficult to control them, thus favoring the spread of organized crime, extremist movement, trafficking in drugs, small arms, and people, which are often carried out by organizations outside West Africa or even the African continent. It would therefore be necessary to act flexibly in an inclusive manner and to enlist the support of government and population in these regions. States in the Sahel-Saharan area in particular and West Africa in general are therefore called upon to coordinate their actions and policies to prevent their territory from being used as a hideout criminal and terrorist group that exploit the fragility of the country's institutions and worsen the already precarious security situation in the regions. Indeed, conflicts and instability recurrent in the Sahel undermine all efforts for a positive peace. Initiatives are thus being undertaken at the sub-regional, continental, and international levels to address the intertwined roots of the new security threats that hinder the implementation of sustainable peace and security in the Sahel and West Africa. We can cite the case of ECOWAS in developing frameworks to promote development, peace and security, and also the webinars of the 31st of May, the 7th of June, and the 14th of June 2020, organized by the International Peace Bureau. So the causes of insecurity. It is possible to cite, among others, the political instability, the development of terrorism, famine, and pandemics. The consequences of insecurity. The significant worsening of the food security situation across West Africa and Sahel region, which is currently affecting tens of millions of people, is a major challenge for the region due to the current vulnerability and increase of food systems and supply chains in these territories. Stressing that West Africa and the Sahel are dependent on wheat supplies from Ukraine is deeply concerning about the alarming short and medium-term consequences for food security in West Africa and the Sahel as a result of Russia's arbitrary war against Ukraine and the serious risk at the resurgence of famine and food crisis that could ensure. To cite just one case, attempt to add a solution. For conflict prevention, the prior declaration on election instability in West Africa and the ECOWAS political declaration and regional action plan for the fight against drug trafficking, organized crime and drug abuse, and the political declaration on a common position on terrorism, which includes a strategy on implementation plan for the fight against terrorism. For its part, the African Union is contributing to effort to secure and stabilize efforts in the Sahel and West Africa through the African peace and security architecture and the multiple attempts at a common peace solution in West Africa initiated by the International Peace Bureau. It is necessary to address violence and conflict, which include poverty, climate change, forced displacement, and lack of access to education and opportunities by recognizing that the root causes of violence, of violent extremism and terrorism are complex.
the need to boost economies of the region, fostering job creation and laying the foundation of long-term development, and call the European Union to adapt its investment and develop cooperation to the objectives of combating the root of terrorism and insecurity. In Benin, the democracy is quite all right, so we don't have this issue. Thank you very much. Thank you, Léa. Merci beaucoup à Alexis, même si ça avait été un peu long. C'était très intéressant de parler de l'architecture africaine paix et sécurité. Amadou Lougué du Mali. Oui. Vous êtes là? Oui, je suis là. Merci. N'oubliez pas de me regarder. C'est quand je lève le papier jaune, c'est que vous avez 3 minutes qui vous restent. Et quand c'est le petit rouge, ça dit que vous êtes déjà à la fin de votre temps. Merci. Prenez la parole. Merci. OK, merci. Bonjour, mesdames et messieurs, chers participants à ce webinaire. Je me nomme Amadou Lougué, je suis le coordinateur de la Commission internationale des droits de l'homme au Mali, directeur adjoint des affaires juridiques et parlementaires du Bureau of African Peace. C'est un réel plaisir pour moi d'être parmi vous pour parler de la sécurité commune ou collective. Le contexte stratégique de la sécurité collective est évidemment depuis profondément évolué et il est important que la communauté internationale s'interroge et mettre en cause les failles de la gestion des conflits et les règlements des différends internationaux. Dans le contexte du XXIe siècle, alors que les défis globaux auxquels notre planète est confrontée devraient exiger un regain de coopération et de solidarité, nous faisons face à un dilemme accéléré de l'ordre juridique international. En ces termes, j'aimerais un peu évoquer le cas de mon cher pays, le Mali. Vous savez, depuis 2012, le Mali traverse une crise multidimensionnelle après le renversement du régime de Kadhafi. Les arsenaux militaires sont pillés par les groupes armés, tandis que les mercenaires Touaregs au service de la Jamaria arabe libyenne fuient vers le Sahara et rejoignent des mouvements rebelles avec armes et bagages. C'est ainsi que le 17 janvier 2012, les rebelles Touaregs du MLA indépendantistes et ansardines salafistes déclenchent la 5e rébellion Touareg contre l'État malien. À la suite de ces défaites, une partie de l'armée malienne tente un coup d'État en mars qui provoque les affrontements entre Bérets Vert et Bérets Rouge et désorganise les opérations du nord du Mali. Les rebelles en profitent et s'emparent de Kidal, Tombouctou et Gao, ce sont les grandes villes du Mali. Le 6 avril, le mouvement national de libération de l'Azawad annonce la fin de son offensive et proclame l'indépendance de l'Azawad. Peut-être que vous avez entendu parler à travers les réseaux sociaux. C'est ainsi, fin 2012, les négociations échouent. Et en janvier 2013, les djihadistes lancent une offensive sur la ville de Ségou, Mopti, dans le centre du Mali. Cette attaque provoque l'entrée en guerre de la France avec le lancement de l'opération Serval que vous avez peut-être entendu parler à travers les médias internationaux. Cette attaque provoquée, comme je vous ai si bien dit, qui fait rentrer l'opération Serval et de plusieurs pays africains de la CEDEAO. Dans le cadre de la MISMA, en quelques jours, les islamistes sont repoussés à Kona. Kona fait partie de la 5e région du Mali et de la région de Mopti. Vous voyez? Donc, et Djabali, puis Gao et Tombouctou sont repris par les forces. Djihadistes en déroute abondante, des villes sont certaines, comme Kidal, sont reprises par les MLA. Les MLA, effectivement. L'insécurité est propagée au centre du Mali, Mopti, Ségou, occasionnellement aussi de Sikasso Bamako, sous l'effet conjugué d'une extension, je dis bien d'une extension, parce qu'à travers les mouvements accompagnés par leurs colistiers, djihadistes qui sont en provenance des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la sécurité commune exige maintenant la collaboration de tous les pays et menée conjointement pour contrer les menaces à la sécurité de la population. De la sécurité collective est violée par les pays puissants, appelés puissances paternalistes. Aujourd'hui, les théâtres d'opération sont nombreux en Afrique parce que la sécurité collective est ignorée par les puissances. Comme à chaque fois
que nous sommes confrontés à des défis historiques, notre réaction doit être la même. L'audace et l'ambition est renouvelée. Nous devons sur ces sujets prendre nos responsabilités. Le choix qui se pose à nous est en effet celui d'une reprise en main de notre destin ou celui renonçant à toute stratégie propre d'un alignement sur quelque puissance que ce soit. C'est pourquoi un sursaut est nécessaire et la refondation de l'ordre mondial au service de la paix doit être notre cap. La transparence, la confiance, la réciprocité sont la base de la sécurité collective, car la stabilité stratégique qui passe par la recherche de l'équilibre des forces au plus bas niveau possible n'est plus aujourd'hui garantie. Derrière la crise des grands instruments, maîtrise des armes et des désarmements, ce sont bien la sécurité internationale qui sont en jeu. Donc, voici globalement tout ce que je peux vous dire concernant la sécurité en Afrique et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Merci. Merci à vous. C'était vraiment cadré. Léa? Ladies and gentlemen, dear participants in this webinar, my name is Amadou Luge. I am the coordinator of the International Commission on Human Rights in Mali and also Deputy Director of Legal and Parliamentary Affairs at the Bureau of African Peace. It is a real pleasure for me to be with you to talk about common or collective security. So the strategic context of collective security has obviously changed profoundly since then, and it is important for the international community to question and challenge the flows of in conflict management and international dispute resolution in the context of the 21st century. Why the global challenges facing our planet should require renewed cooperation and solidarity, we are facing an accelerated breakdown of the international legal order. In this context, I would like to mention the case of my dear country, Mali. Since 2012, Mali has been going through a multidimensional crisis after the overthrow of Gaddafi regime. Military arsenals have been looted by armed groups, while Tuareg mercenaries in the service of the Libyan Arab Jamahiriya have fled to the Sahara and joined rebel movement with arms and baggage. This is how, on the 17th January 2012, the Tuareg rebels of the MNLA, so the National Movement of Liberation of the Azawad, and Ansar Din, which is Salafist, launched the fifth Tuareg rebellion against the Malian state. Following this defeat, part of the Malian army attempts a coup d'etat in March, which leads to clashes between Green Beret and Red Beret and disrupts operations in northern Mali. The rebels take advantage of this and seize Kidal, Timbuktu, and Gao. On the 6th of April, the National Movement of the Liberation of Azawad announced the end of its offensive and proclaimed the independence of Azawad. At the end of 2012, negotiation failed, and in January 2013, the jihadists launched an offensive on Ségou and Mopti in central Mali. These attacks provoked the entry into war of France, which, with the launch of the Operation Serval, and several African countries of ECOWAS in the framework of the MISMA. Within a few days, the Islamists were pushed back to Kono and Diablé. Then Gao and Timbuktu were taken. The Houthi jihadist forces abandoned towns, some of which, such as Kidal, were taken over the MNLA. Insecurity spread to the center of the country, Mopti and Ségou, and occasionally to the south with Sikasso and Bamako, under the combined effect of an extension of Ansar Din's influence. In the light of the major steps listed on the security situation in Mali and in the whole of the Sahel, common security requires the collaboration of all countries and joint action to counter threats to the security of the population. The collective security is violated by the so-called powerful countries with paternalistic powers. Today, the theaters of operation are numerous in Africa because collective security is ignored by the powerful countries. As every time we are confronted with historical challenges, our reaction must be the same: audacity and renewed ambition. We must take our responsibilities in this matter.
The choice before us is whether to take our destiny into our own hands or abandoning all strategy to align ourselves with the other power. This is why we need to take a leap of faith and rebuilding the world order in the service of peace. It must be our course. Transparency, trust, and reciprocity are the basis of collective security. For strategic stability, which involves seeking a balance of force at the lowest possible level, it is no longer granted today. Behind the crisis of the major arms control and disarmament instruments is indeed international security at its stake. I thank you for your attention. Merci beaucoup, Léa. J'ai soufflé, ça va aller. Merci, Amadou, d'avoir insisté sur la refondation de l'ordre mondial, la transparence, la confiance. Je ne sais pas si vous avez parlé aussi de la redevabilité. C'est bien, on va en revenir. Est-ce que M. Mamadou Malal, le dernier intervenant, Bakayoko, est prêt pour prendre la parole? Monsieur... Oui, je suis là. Merci, on vous écoute pour les 5 prochaines minutes. Voilà, et bonjour à toutes et tous. Vraiment, je suis vraiment désolé du retard, vu que la situation de la connexion chez nous ici n'est pas du tout facile. Et je veux revenir un peu sur ce que j'ai pu préparer. Moi, je dirais, on ne peut pas parler de la sécurité commune, tandis qu'il y a la migration irrégulière. Et j'ai intitulé mon texte L'Europe ferme, droit des étrangers en danger. Et donc, les efforts de l'Union européenne sont concentrés sur la lutte contre l'immigration clandestine et le contrôle des frontières extérieures. Leurs conséquences sont dramatiques pour les personnes migrantes. Et 619 507 personnes sont déjà mortes aux frontières de l'Union européenne depuis 1988, parce que les voies d'accès légales au territoire de l'Union européenne sont très restreintes, ce qui force les personnes migrantes à emprunter des filières clandestines et génère des sans-papiers. Dans le même temps, les pays de l'Union européenne sont le prétexte de cette immigration dite clandestine, déploient un dispositif policier et militaire sans précédent pour contenir. Mamadou, on vous a perdu. Mamadou? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. On vous a suivi jusqu'au niveau où vous parliez des mesures policières pour contrer les clandestins. Voilà, des mesures policières pour contrer les clandestins, empêcher l'accès au niveau des territoires européens. Mais loin de ça, ils dissuadent aussi les personnes de rejoindre l'Europe. Cela contraint à emprunter d'autres routes plus dangereuses. Les migrants enfermés comme des criminels dans des camps qu'ils ont construits, ils disent accueil et autres. Et donc, dans les dernières années, le nombre de lieux d'enfermement en Europe et de ses frontières est passé de 324 à 473. Donc, en 12 ans, ils ont dépassé 324, maintenant ils sont à 473. Donc, camps de réfugiés d'après eux. Donc, ce sont des camps où on enferme des migrants. En 2012, il y a eu 570 660 étrangers ont été détenus dans ces territoires. Et donc, 252 785 ont été expulsés, près de la moitié dans d'autres pays de l'Union européenne et non dans leur pays d'origine. Donc, l'Union européenne dépense des millions pour financer la construction de ces camps sur ces territoires ou de ces pays voisins. Donc, on appelle Frontex veiller ou bien surveiller. L'agence Frontex a pour mandat de lutter contre l'immigration clandestine et non pour la sauvetage en mer. Mais quand vous constatez, il y a 3300 personnes auraient déjà trouvé la mort au bord des îles depuis 2002. Lorsque l'agence est en fonction, depuis 2005, et ses moyens sont dépassés de 19 millions d'euros en 2006 à 94 millions d'euros en 2013. Et donc, elle autorise
la détention administrative sur son territoire des étrangers pour une durée de maximale de 18 mois. J'aurais quelque chose à informer, donc c'est d'alerter aussi, il y a aussi l'alerte à la xénophobie, à la discrimination. Les actes racistes et xénophobes sont en augmentation dans les pays de l'Union européenne. Les politiciens répressifs et sécuritaires actuels favorisent la xénophobie et toutes sortes de peurs qui se développent dans un contexte de crise sociale. Donc quand nous voyons ceci, on ne peut pas parler de sécurité commune, tandis qu'il y a ces genres de situations-là qui existent dans le monde. Et donc, quand on dit sécurité commune, j'ai ma sécurité chez moi, j'ai aussi la même sécurité chez toi, et la même sécurité aussi, c'est autrui. Et donc, en quelque sorte, voici ce que j'avais à prononcer et ce qui concerne cette thématique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Léa, hello. So hi everyone. So my main issue is to talk about irregular migration in Europe and like the closed foreigners' rights at risk. Europe's efforts are focused on the fight against irregular migration and the control of external border. The consequences for migrants are dramatic. So 619,507 people have died at Europe's border since 1988 because of the legal routes into the EU are very restricted. Foreign migrants are forced to use clandestine channels and creates undocumented migrants. At the same time, the countries of Europe, under the pretext of the so-called illegal immigration, deploy an unprecedented police and military mechanism to contain and prevent access to Europe territories for migrants. But far from dissuading people from reaching Europe, this forces them to take other, more dangerous routes. Migrants are locked up like criminals. The detention of migrants has become a commonplace in Europe and in the recent years. So the number of detention facilities in Europe and at its border has increased from 324 to 473 in 12 years. In 2012, 470,660 foreigners were detained in the territory of Europe. 252,785 people were deported, almost half of them to European countries and not to their country of origin. The EU spends millions to finance the construction of camps on its territory or in the neighboring countries. Frontex, watching over or monitoring. The agency Frontex mandate is to fight the so-called illegal immigration, not to rescue people as at sea. Already 3,300 people have already died on the shores of Lampedusa since 2002, even though the agency has been in operation since 2005, and the budget went from 19 million of euro in 2006 to 94 million in 2013. It authorizes the administrative detention of foreigners on its territory for a maximum period of 18 months. So alert to xenophobia and discrimination. Racist and xenophobic acts are on the rise in several European states. The current repressive and security policies are increasing xenophobia and all kinds of fears that develop in a context of social crisis. It is impossible for me to speak about security when there are existing situations like that. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Léa. Merci beaucoup, Mamadou. C'est clair que la question des frontières, pas seulement les frontières européennes, mais aussi les frontières, même en Afrique, pour ceux qui sont en Afrique centrale comme nous, en Afrique de l'Ouest, ça a déjà avancé. Et bien entendu, la question de la protection des droits humains, ce que nous voyons avec la situation des migrants, est tout simplement à déplorer. Voilà, on a fait le tour des 4 interventions qui étaient prévues. On a maintenant 15 minutes exactement chrono pour les questions-réponses, peut-être contributions. Si quelqu'un voudrait prendre la parole, il peut lever la main dans le
dans l'icône réaction pour qu'on puisse savoir qui voudrait prendre la parole. So we will have 15 minutes for questions or contribution. If anyone wants to take the lead or to take the floor, we should just make it on the chat or just make us know. On a Ernest qui veut prendre la parole. Y a-t-il une autre personne? Yeah, Ernest, allez-y. Yes, thank you so much. My question is directly to Mr. Rashid from Nigeria, that's Raha Foundation. He spoke more of corruption in Africa that is making progress. And there has been a lot of works being done in Africa when we talk about also the international organizations coming down. It's not just Nigeria, it's cut across the length and breadth of Africa. Yeah, but my question to him right now, what do he think as an organization? Yes, the Bureau of African Peace is trying its possible best to help alleviate these problems, but what do he think, like, as his organization, Raha Foundation, working with the Bureau of African Peace, what suggestion will he suggest to help get through? Because there has been a lot of interventions here and there, and things are not improving. Yeah, and we are also trying to step in from our own perspective. So what do you think would be best for us to get through? Okay, thank you, Gift, for that question. Before Rachid, please, Léa. Merci. Ma question est pour Monsieur Rachid Youssouf. Il a beaucoup parlé de la corruption en Afrique. On remarque quand même que des choses sont faites en Afrique et en Afrique de l'Ouest particulièrement, notamment au Nigeria, par les organisations internationales. Ma question sera plus sur ce dont, qu'est-ce qu'il pense, on va dire. Dans quelle dimension la collaboration entre sa fondation, donc la fondation Raha, et le Bureau africain de la paix pourrait avoir un impact dans ces questions. Rachid? Okay. Thank you again for the question. So, the policy, national policy for security and peace in Nigeria, as much as it has been developed, the intervention is not really working. I think it's multi-sectoral where the police, the security communities are supposed to come together to develop intervention plans. And even at some point, some regions started developing their own internal security, some states, and like in the southwest of Nigeria, they've developed a security. But I still on that, they do not have the resources, they can't do it. And the structure, the national structure for peace and security in Nigeria is more like it is from the central government, from the federal government. But for us in our Rachid? Rachid? Léa, could you? I think he's frozen. But the sounds, we are not getting some now, from now. So maybe Léa could translate, yes, so that we can. Okay, but I wasn't able to hear very well, so I just try my best. Donc, les politiques nationales au Nigeria sont complexes et requièrent une collaboration des différentes forces, donc notamment des forces politiques, des forces de sécurité, des forces policières. La question des ressources est aussi une question importante dans la lutte contre la corruption. And I think that's quite all. Thank you, Léa. Do we have another question? Mamadou
Malal. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je reviens sur un parti que j'avais voulu aussi mettre dans le programme, mais comme j'avais déjà pris le thème d'immigration clandestine, c'est à propos de l'idée ou bien quelle action que le bureau de la paix africaine a prévu pour le cas spécial de la Guinée et avec la nouvelle équipe de transition qui vient d'arriver. Et il y a beaucoup d'activités qui sont interdites. Exemple, les manifestations pacifiques et que personne n'a le droit de sortir et manifester, quels qu'en soient les problèmes ou autres. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est de la direction du bureau de la paix africaine. Je vous remercie. Okay, so my question was, I wanted to mention that in my presentation, but since I reached the 5 minutes, I couldn't. So I just wanted to mention that the question of election and the new team that is implemented in Guinea, the team of transition, which have forbid the exhibitions. Like, it is not allowed anymore to go in the street and to manifest, to go outside and to manifest. So how can the Bureau Africain la Paix, the African Peace Bureau, can improve or have an impact on that? You broke at the tail end. Can you come again, please, so I can address it? NS, the question is about restriction of civic space and democratic space in Guinea, because it seems that there's many human rights violation and also violation of public freedom. What can the Bureau of Africa can do or can do to help them in this situation? Do you want to give an answer? Yeah. Okay. So thank you so much. So the Bureau of African Peace is made of, it's a federation made of different organizations in Africa. And our aim is to make sure we get through to all the countries to make sure we alleviate this poverty and, to promote education and all that, peace and security. Yeah, so one thing we can do is we are currently at the state of collaborating with state agencies. So once we are able to get through with the state agencies, then it makes it very easy for us to also get into their policy making implementations to make it easy for us to come into it, to also bring our pleas to make sure that our voices are also being heard to see us through it. So it's a stage, once we get to that level, we will be able to get through that side and finish. Thank you. Merci beaucoup pour votre question. Pardon. Merci beaucoup pour votre question. Donc, le Bureau africain de la paix est une fédération d'une pléthore d'organisations. Donc, l'objectif étant d'avoir une assise dans tous les États pour une promotion efficace et effective de la sécurité et de la paix. L'objectif étant de collaborer avec les agences d'État et les agences et les agents de l'État, ce qui pourra nous aider à avoir une meilleure influence dans la mise en place de lois, mais aussi de faire entendre nos voix dans notre dynamique. Merci. Je vais revenir à Rachid. Rachid, are you there? Yes, I am. Okay. Can you finish quickly? Yeah. Okay. So, one of the things that we're currently doing is, in partnership with the Bureau of African Peace, is to meet up with the stakeholders in Nigeria and then make sure that everyone participates in finding a lasting solution. And then for Nigerian scenario, it is a very complex situation where everything is always motivated by tribe, ethnicity, or religion. So for Rara Foundation, what we are currently doing is a project called Blood Not Tribe. So the purpose of Blood Not Tribe is to educate every Nigerian from all regions and all tribes to understand that we all bleed the same blood.
And then whatever situation or whatever crisis that is being created in any region is going to affect any other region. And then we are creating a media awareness and advocacy project where we bring in a whole lot of people from different regions, different ethnicities, different tribes, and different religions to come together and then talk about the challenge that we have and come to a consensus and talk to the community leaders of all over these regions to help participate in a change in the mental model of that community so that we will not see ourselves as divided people, rather collectively work together to put a stop to this menace. Because, as I mentioned earlier, there's a time when any terrorist act or any insecurity act or any problem happened in Nigeria for the past 5 years now. It's always stems herdsmen. But sadly, we've been recording crimes before then, and we've been recording a whole lot of injustice and a whole lot of jungle justice that are happening. But somehow, because we've labeled every insecurity or every crisis a Fulani herdsman term, those that are actually coordinating or perpetrating other forms of crime intentionally act as if they are these people. And then what now happens is that people tend to forget that people from their Rashid, own locality. Yes. yeah. Could you give the chance to Leah to Okay. give the Sorry. that's what we as we go. You are talking with patience, so you have a lot All right. to say. Thank you. I'm really sorry. I don't know why, but I really can't hear much of what Mr. Rashid Yusuf was saying. I just can. I'm really sorry about that, but I don't know why the hearing is a little bit complicated. It's a little bit hard, but just Can I go I can. again? I'm sorry, but I just can say that tout le monde doit participer à la lutte, à la mise en place de la paix et à la lutte contre la corruption malgré les différences. Donc être dans la même dynamique, d'être ensemble, ne pas payer attention aux différences religieuses, ethniques notamment. Avoir un nouveau modèle de communauté pour une paix collective. Les terroristes sont implantés au Nigeria depuis un certain temps et je suis absolument navrée, c'est tout ce que j'ai pu capter. Merci. Rashid, could you lock your Okay. the sound? I mean, now yes. Alexis Boto, can you take the floor, Alexis? Oui. Comme tu le sais, c'est difficile quand tu allumes ta vidéo. Ta connexion n'est pas très rapide. Quand tu mets la vidéo, le son n'est pas bon. Très bien, merci. OK. Très bien, merci. OK, merci. Alors, c'est d'abord une contribution et puis après une question. Alors, ma contribution, c'est d'abord de remercier M. Ernest pour l'initiative et tous les efforts qu'il fournit pour amener le Bureau africain de la paix jusqu'à ce niveau-là. Alors, moi, je pense que le Bureau africain de la paix doit être doté d'un siège et d'un budget pour pouvoir fonctionner. Alors, ma question est de savoir, ma question va à l'endroit de M. Ernest. Alors, quelles sont les actions qui sont menées pour répondre à ces exigences, à ces besoins-là? Voilà, c'est ma question. Merci. So I have a contribution and then a question. So first, considering my contribution, I want to say to Ernest, thanks a lot for the initiative and the efforts that are done. I think the Bureau Africain de la Paix, the peace, the African Bureau, should be given headquarters. Thank you. Should be given headquarters and a budget. So my question is, what is done
to respond to this need? So what is done to have headquarters and a budget? Thank you. Ernest? Yes, thank you so much, Mr. Alex. So like I said earlier, we are at a stage of affiliating with most of the state agencies. And we have a plan, and our plan is set up our first, the Nerve Center for West Africa in Gambia. And once we are done with that, then we move to East Africa. We are still at the mobilization stage, but once we are done with setting up West Africa, then we can start running our programs and projects. So this is what is the level we are currently. So I'm hoping that in 2 months' time, we are able to get through this and set up our office to start operation from Gambia. Thank you. Thank you, Ernest. Donc, pardon, excusez-moi. Donc, merci beaucoup. Donc, comme je l'ai dit, on est à un point où on est en contact avec une bonne partie des agences. On est censé s'établir en Gambie. Et ensuite, nous avons comme projet de s'étendre vers l'Est. Donc, ça se fera dans les mois à venir. Merci. Merci, Léa. Merci à tout le monde. I'm seeing the Divine's hand, but I don't know. We are getting out of the time. Stephanie, can I take the... Maybe we just make Divine's the last question, and then we wrap it up straight after that. Okay, thank you. Divine, you have the floor. Yeah, so thank you very much. I really don't have a question. I just have a little contribution to make based on one question that I think Mamadou asked. Yeah, so it's been a wonderful presentation, and I always appreciate these efforts that our brothers and sisters from Africa come together to raise ideas on how to advance our continent and also to promote human rights. It's amazing. So Mr. Mamadou asked a question on what the Bureau for African Peace, or IPB, can do to help those in his country who are not able to present, to exercise their civic rights, like to go out on the streets and protest. So one suggestion I will give is that these days we live in a social media age where a single tweet can reach a million of audience within minutes. So social media is one powerful tool for the powerless these days. So in situations like this, I would recommend that you go online and also network with a few friends to make public this kind of limitations and barriers that you face. Once this is online, you will get the world's attention, and we never can tell whom this kind of online advocacy or notification can reach, and people can respond. Another way I would say IPB or the Bureau for African Peace can respond is to also write a strongly worded letter to your parliament or your government institution, citing some internationally recognized standards that should be respected. And these are some of the ways that I think IPB and the Bureau for Africa can also help to see that youths are able to exercise their constitutional rights. So that is just all I wanted to add. Thank you very much. Thank you. Léa, please, can you translate quickly? Bien sûr. Merci beaucoup. Donc moi, j'ai juste une contribution à faire suite à la question de Mamadou. C'était une présentation très intéressante. J'aime le fait que qu'entre frères et sœurs d'Afrique, on puisse agir ensemble et proposer des idées pour avancer. Moi, j'ai une suggestion concernant l'impact que peut avoir l'IPB sur la restriction qui existe en ce moment en Guinée sur les droits civiques. Les réseaux sociaux sont une nouvelle base dans l'action et l'activisme et le militantisme pour changer les choses. Faire public peut-être les problématiques que vous rencontrez. Donc, c'est assez impressionnant l'impact que cela peut avoir.
Par ailleurs, l'IPB peut avoir aussi une influence directement auprès des organes nationaux, donc par exemple du Parlement national, en mentionnant les principes internationaux qui doivent être respectés, donc avoir directement un impact sur la mise en place de législation et de politiques publiques. Merci. Alors, merci beaucoup, Léa. Merci à tout le monde. Merci à Rachid, Alexis, Amadou et Mamadou. Je voudrais tout simplement, en mot de conclusion, dire que la défense et la protection des droits humains est fondamentale pour la sécurité collective. Et comme vient de le dire Divine, et moi je souscris à ces recommandations, mais je ajouterai aussi que les organisations civiles doivent rester solidaires, soudés et solidaires des combats des uns et des autres dans leur pays. C'est ça qui fera la force de la société civile africaine. Merci encore une fois de plus. Stéphanie, je vais te passer la parole pour le mot de fin et la fermeture. Peut-être Léa d'abord et après Stéphanie. Thank you to all participants and speakers. So I just would like to sum up, not sum up, but to recall that the protection of human rights is absolutely necessary to common security issues. People should work together as a whole and support ourselves in the different tensions we could face. Thank you very much. Thank you, everyone. I guess that concludes today's session. So thank you very much for joining, and we hope to see you for the final session next week on the 14th. We were planning on having one on Saturday, but we are going to need to postpone this. So we hope to be able to come back to you with a new date soon. Merci à tous. Je vais conclure. Donc, merci pour votre participation et on se retrouve pour les prochaines sessions.